François Wolframan, qui est sans doute l'un des plus grands libraires de France, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il organise 400 conférences par an, ce qui est un chiffre énorme. Aucune librairie de France n'organise autant de réunions. Il faut dire que la salle est très belle et qu'à Strasbourg, on a le temps, l'énergie pour inviter 400 écrivains par an. Merci beaucoup d'être venus. La lecture va se faire en 2 temps. Olivier Larisa, qui est vraiment la chance qu'il soit parmi nous, puisqu'il était dans les années précédentes assez souvent aux Antilles, et que maintenant il se consacrera entièrement à son travail en Alsace et d'écrivain et d'éditeur. Peu de gens peut-être savent encore, ou savent déjà, que c'est à Strasbourg l'un des très rares écrivains nationaux qui soit resté en Alsace, puisque même pas 40 ans, on peut le dire, il y a déjà 22 ouvrages publiés, 22 livres à peine 40 ans. Oui, ils ne sont pas encore là, les 40 ans. Peut-être qu'ils ne viendront jamais, avec toutes les incertitudes qui pèsent sur l'avenir. Oui, oui. Une très belle traduction de la cathédrale qui est traduite à Moscou, chez l'un des premiers éditeurs russes. Une très belle traduction en route en Espagne et une traduction en italien avec une maîtrise d'une étudiante à Palerme ou à Catane. Ça n'existe plus là. Une maîtrise en mémoire donc, qui est soutenue sur une partie de l'œuvre d'Olivier Larisa que les médias d'Alsace devront quand même un jour considérer davantage, puisque quand il est en Martinique, il a toutes les télés et tous les médias, et quand il est en Lorraine, il a toutes les télés, tous les médias. Il y a juste ici que peut-être ça vient de l'intermittence, du fait que j'étais souvent parti aux Antilles pendant 6 mois et on ne savait pas exactement où je le trouvais. Voilà. Les livres d'Olivier qui viennent de sortir, le best-seller de la rentrée littéraire, qui est un livre très drôle, où on devine un portrait de Bernard Pivot, qui n'est pas tout à fait un portrait de Pivot lui-même, c'est très très drôle, on s'amuse énormément à lire ce livre. Et tout récemment, il y a à peine quelques jours, Nouvel An à Bruxelles, un petit livre sur un week-end en Belgique. Il a donc ces 2 livres aux éditions Andersen qui viennent de naître, et donc il a pris la direction d'une des collections. Je me permettrai de lire quelques extraits du Manoir pendant une dizaine de minutes. Ensuite, un message important qui nous est tombé dessus. La rêverie ici est très belle, l'isolement est très beau, mais la réalité est en train de nous rattraper et nous devrons tout à l'heure délivrer un message urgent dont vous verrez dans un quart d'heure, dans 10 minutes à peu près, la teneur. C'est assez difficile d'ailleurs. Ce petit livre, Manoir des mélancolies, est un recueil de prose, des proses d'un solitaire, des proses d'un homme qui se promenait, qui vivait du côté d'Aubernais pendant quelques années, et qui passe sa vie à écrire, que ce soit de la poésie depuis 1970 déjà, ou que ce soit des proses. Jour de marché, parfois éreinté, je vis par petits coups et jamais je n'ai pris 3 jours de vacances. Tout le temps, je suis à faire quelque chose comme si la vie n'était qu'un seul grand cahier bleu ciel ou blanc qui, chaque jour, se garnissait de mes ravissements. Et s'il y avait une seule journée sans rien, ça serait pas bien, ça ferait du péché tant perdu, car je ne suis là que pour célébrer ce que je vois et je vis. Ainsi,
je n'aurais sans doute jamais fini chaque jour, apportant son lot de douleurs et trésors de minutie. Que dire de plus? Et moi? Et qui? Aujourd'hui, c'est le marché d'Auvernay. Les gens ont l'air contents. Ils trouveront à manger sans difficulté. La très vieille forêt a disparu. Autrefois, on y chassait l'aurochs et le sanglier. Rien n'était donné. À présent, il suffit d'avoir des sous et se promener parmi les manteaux, couteaux, chapeaux, rideaux. À midi, on mangera et les oiseaux le mourront. Encore un jour qu'on sauvera. Le soleil a pris de l'éclat. Sur l'Alsace qui se macadamise, j'ai très peu de texte alsacien, mais quand même très longtemps l'étiquette alsacienne m'avait un peu collé, parce que je ne suis pas parti, j'aurais dû partir d'ici et faire. Mais si j'étais parti d'ici, je n'aurais pas écrit les poèmes que j'ai écrits et je n'aurais pas rencontré Olivier d'Alsace, qui aurait été non pas une erreur, mais un manque profond. Partir un peu étonné de partout, macadamisé, l'Alsace n'est plus que peau de serpent, mal muet, les grues, les tours d'acier, canaux, échangeurs de camions, zones d'industrie, les supermarchés, pavillons, HLM, les entrepôts, l'électricité, bientôt gazoduc, pétromarquis, la principauté compulsée d'América, Doloris. Où est-ce qu'on va? Dans quelle folie, quelle barbarie? Toujours plus de dollars et la forêt reculera, les prairies, univers buissonnier où vivait le loriot fabuleux, les chauves-souris, le hamster géant, Cricetus, Cricetus. Ça c'est quelque chose, ça c'est quelque chose. Je reparlerai tout à l'heure du Cricetus, Cricetus. C'est quelqu'un de très bien, qui se promène en bleu de travail avec une casquette syndicale, entre les maïs, il essaye de faire sa vie, et il se débrouille beaucoup mieux que nous. Je vais dire pourquoi tout à l'heure. Le hamster géant, la tribu des sangliers, chevreuils, crapauds, cachés parmi les orchidées, tout ça c'est fini, ratiboisé. Il faudra s'exiler dans le bleu des monts, le poivré des îlots, les solitaires Sibérie ou Mongolie, partir très loin d'ici à des milliers de lieues d'occidentales conneries et se refaire les yeux, le cœur, en photographiant vieux châteaux, métairies, Scandinavie, loin de la cité retrouvée, virginité, le naïf étonnement qu'à 15 ans l'on avait. Où donc nous conduira notre cécité? Les fourmis, le café Brandt, l'affaire des géraniums. Les fourmis, dans mon petit pavillon d'Aubernay, route de Bernard-Suller. Encore un peu de gris. Vois-tu, c'est dimanche. Et je m'en vais écouter de la poésie, encore elle, venue d'Autriche, d'Italie, ça me changera d'air. En attendant, c'est le matin. Dans la salle de bain,
il y a, comme chaque année à cette époque-ci, des caravanes de fourmis. Je ne sais pas ce qu'elles font là. Elles sont nées de la moquette râpée de l'escalier. Toute la journée, elles chemineront sur le papier peint 1935. Leur sentier préféré bouge pas d'un seul iota. Et arrivées sur la fenêtre, voici qu'elles ont des ailes sur le dos, et je vois qu'elles s'envoleront vers une contrée inconnue. Très peu se tromperont de chemin. 2 ou 3 sont tombés dans le lavabo. Attention à la jaunâtre glu du savon, et moi, j'en ai sauvé ce que j'ai pu. Je n'y toucherai pas. Elle ne me gêne pas du tout. Je ne vis pas jour et nuit dans ma salle de bain. Si pourquoi prendrais-je, voyons, un phytox et les anéantir? Pourquoi devenir le Hitler des fourmis? Dans un mois, on ne les verra plus. Elles auront disparu et sans le savoir, les milliers de fourmis me devront la vie. C'est toujours ça le prix sur l'universelle connerie. Quant à mon petit moi, nous verrons bien qui me l'absoudra. Avant de parler de la chose très préoccupante qui peut avoir un rapport avec les fourmis, un phytox comme ça qui nous tomberait dessus tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite on en parle. Le café Brandt, disons-le, c'était le plus joli café de l'univers. Mon ami, le sculpteur Jean Claus, a posé ici les sylphides angeleux qu'il fait. On dirait androgyne, corps d'adolescent. Ça nous ferait belles jambes, vois-tu, les papillons qu'il groupa autour du cadran. Tiens donc, me suis retourné, ils ont disparu, la nouvelle formule bien sûr. Sommes-nous pas dans un récit Marcel Aimé? Ici, l'on voit des sorbonnards très forts, traducteurs, tunisiens, producteurs, sociologie, étudiants, japonais, pétris d'érudits. Parfois, Kamel apparaît, il écrit de la poésie et survit du côté Ragueneau. Je ne le connais pas trop, il adore Verlaine, Rimbaud. Il y a aussi un professeur de philo, prénommé Lionel, à qui j'ai souvent parlé depuis des années qu'on sirote le café mal fait de nos petites vies. À m'écouter, je viendrai m'asseoir avec vous deux chaque jour, comme faisaient, dit-on, les écrivains d'Alexandrie, un peu perdus parmi faïenceries bleutées de leurs propos. Vieil homme déjà incliné vers nostalgie, au fil du temps décousu, je ne te voyais plus, et maintenant c'est déjà la fin de la vie. Fabuleuse broderie ce me fut, si bientôt le filet se déchirait, il faudrait faire avec. Donc, j'écrirai aussi sur ma mort ou mes maladies, ô sublimatique mélancolie. Un ou deux. Les Bugatti, les ouvriers Bugatti dans les jardins d'Auvernay, les anciens ouvriers de Bugatti-Wolfsheim. Dans les jardins picotés d'eau de pluie, 3-4 bons hommes ventrus sont debout à palabrer, n'ont rien perdu, ça va la vie? Vélomoteur Peugeot,
On travaillait chez Bugatti et le restant de la vie, on n'y songe pas. Tant pis, on prendra, comme ça viendra, morosité ou maladie, veuvage, pourrait frapper qui, on n'en parle pas, piccolo, tabagie. Quel truc va-t-il te pourrir la vie, ô toi qui là-bas est encore plein d'ardeur? Tu laboures les poireaux, les dahlias, et jardinant chaque jour, c'est ta destinée que tu sarcleras, recousant les mélancolies, les bobos qu'on a toujours un peu sous la peau. Quel individu n'a-t-il pas du chagriné, car la vie, ça fait pas de cadeaux, vous savez. En juillet, l'ouvrier de chez Bugatti va organiser un pique-nique des jardiniers. Il invitera les copains portugais et aussi les Marocains. Ils feront la bamboula jusqu'à tard dans la nuit avec les bocs de bière et les brochettes feu de bois. Se raconteront des souvenirs du boulot et parfois, entre soi, glisseront des grivoiseries. Ah, si on pouvait même plus parler de ça, il nous resterait quoi? Et la vendeuse disait que le temps gris la déprimait, ça me donne envie de dormir. Il n'y a que les oiseaux qui, dans mon jardinet, mouillés, sont à s'égosiller comme des alcoolos tyroliens. Je les entends, fenêtres fermées. Juste un dernier texte avant l'histoire que je vais vous raconter, que j'ai lu dans les dernières nouvelles depuis quelques jours et qui m'a renversé au point que je vais sans doute arrêter d'écrire de la littérature lyrique. Voilà. L'affaire des géraniums, le dernier texte. Une histoire de mon coiffeur qui mettait 3 quarts d'heure à me coiffer, me raconter des choses sur Aubernais. Il coiffait tellement lentement qu'il a ensuite dû fermer boutique. C'était trop long. Il était très fort en politique et en sociologie. Thérapie du coiffeur. On a refait le monde avant 8h30. Mon coiffeur est très fort, oui, justement, en sociologie, et depuis longtemps, il a compris tout. Je ne plaisante pas. Il m'explique souvent des trucs que je n'avais pas pensé sur les mécanismes sociétaux, la corruption des milieux politiques et tout l'affreux cinéma que les hommes se font. Il a de l'humour et cyniquement vous lancera des clés qu'au XVIIIe siècle déjà, les libres penseurs agitaient avec âpreté. Mon Dieu, quelle horreur, c'est tout cela. Mon Dieu, quelle horreur, c'est tout cela. J'entendis la misère, pauvreté, le désespoir des petites gens, la méchanceté du potentat qui voudrait nous trouer cœur et cul. Pour rester poli, quand le malheur vous a saisi par le bras, il ne vous lâchera plus. Est-ce la vendetta? Il m'a donc raconté l'histoire, ce vieux garçon qui, à Aubernais, à côté du beffroi, ne voulut jamais vendre sa maison à un voisin qui lui en offrait un prix fort nourrissant. L'homme se rappelait une querelle d'autrefois. Sa grand-mère, jadis, avait eu Rix d'Allemand avec le grand-père de ce voisin qui, cultivateur, possédait une paire de bœufs. Un jour, les deux bovidés, attendant pesamment l'ouvrir du portail, s'amusèrent à dévorer les géraniums de la grand-mère. Celle-ci en conclut amertume si prononcée qu'elle a transmis sa rancœur 50 années plus tard au fiston
qui, malgré sa morne pauvreté, refusa toute sa vie vendre son pré carré à ce voisin. Il décéda de misère noircie, tant pis pour lui. Et le voisin obstiné put racheter la maison au tiers de son prix. Belle histoire en effet qui, ce matin, a un peu rafraîchi mon esprit compassé. Quel format voulez-vous pour Pasolini, l'oncle caché, les Pierre Didaillé, le capitaine Crochet, à Lingolsheim, 5 juin 1943, toute l'affaire commença en 1943 à Lingolsheim, sous les bombardements, et l'affaire peut, hélas, j'en ai pour 5 minutes, vous me pardonnerez de vous plomber légèrement, l'affaire pourrait, en 5 minutes, se terminer à l'heure où nous parlons, puisque nous vivons à 75 km d'une centrale beaucoup trop vieille, qui a été construite en 77, qui devait se terminer 30 ans seulement en 07, qui a été prolongée de 10 ans jusqu'en 017. Fessenheim, vous avez reconnu, Fessenheim, qui doit être fermé d'après la volonté présidentielle fin 016, mais la volonté présidentielle, tout le monde s'assoit dessus. Madame Ségolène Royal vient de dire qu'elle attendait les conclusions d'EDF pour voir si on ne la fermerait pas forcément. Elle vient d'être prolongée par l'autorité des sûretés nucléaires jusqu'en 021, 23, ça fait 7 ans, ça fait 9 ans. Tout ça, c'est une musique connue de vous, mais la phrase extraordinaire qui m'a bouleversé et que je demanderai des comptes, et je ne vais pas dire que je n'en dors plus depuis lors, mais quand même, dernière nouvelle d'Alsace du 18 octobre, et je terminerai pour donner la parole à Olivier Larissa. Dernière nouvelle d'Alsace du 18 octobre 14, retenez bien, 18 octobre 14, page 19. Emmanuel Cos, porte-parole nationale des Verts, c'est-à-dire successrice, je ne sais pas comment on dit, d'Antoine Wechter, hélas, là, bon, enfin, il a disparu le pauvre. Fessenheim, disait-elle, en sortant de l'Élysée, où elle avait vu François Hollande, qui est encore plus nul que le premier, donc c'est pas grave, elle avait vu François Hollande, pas de jugement, pas de jugement, elle avait vu François Hollande, et donc Emmanuel Cos, au moment de sortir de l'Élysée, dit publiquement: je suis sûr qu'on fermera la centrale de Fessenheim. Je suis sans doute la dernière personne en France à croire que François Hollande tiendra sa promesse, mais enfin, comme une petite fille, un peu, disons, qui trépignait, sauf que je vous dis que Fessenheim, on la fermera, je vous dis qu'on la fermera, Fessenheim, parce que la France n'est pas capable, etc., etc. Et dans ça, c'est une jeune femme sympathique que j'ai entendue sur France Inter, qui a une sorte de vision sincère sur les problèmes écologiques de la France, mais là où elle n'y est pas du tout, elle balance comme par hasard, n'est-ce pas, comme par hasard, texto. En plus, Fessenheim est en panne toutes les semaines. Toutes les semaines, ça fait quoi? 50 pannes, incidents par an? 50 pannes, incidents par an. Le dernier, du 9 avril dernier, on l'a su 6 mois après, le dernier incident était une inondation si grave que la salle de commande, vous êtes bien assis, messieurs, dames, la salle des commandes des 2 réacteurs était bloquée. Et pour la réparation, on a mis 5 plus 2, 7 semaines pour réparer jour et nuit la salle de commande de Fessenheim. C'était l'un des 50 incidents. Et ces administrateurs-là, je termine, n'est-ce pas,
veulent la prolonger jusqu'en 0,21, 0,23, c'est-à-dire 7 ans, c'est-à-dire 9 ans, c'est-à-dire 7 ans et 9 ans multiplié par 50, c'est-à-dire ça nous fait 450 incidents à traverser, lequel, quelqu'un me disait, mais c'est une roulette russe, lequel des incidents sera le bon? 450 incidents, ces chiens-là, alors que le réacteur numéro 1 est micro-fissuré, je suis comme vous, je débarque dans le dossier, dernière nouvelle d'Alsace, Simone Véroum, qui fait un travail intéressant, depuis des semaines, je lisais ça comme ça, mais d'apprendre qu'il y a un incident par semaine, c'est monstrueux. On ne peut même pas attendre, et j'en ai terminé la fermeture de fin 016, puisque, monsieur, dame, il faudrait 15 et 16, traverser exactement 2 ans plus 1 mois, c'est-à-dire 50 fois 2, c'est-à-dire 100 incidents, fermeture immédiate. Un appel a été lancé, je les coordonnées, ça peut se trouver sur Internet, grâce à Bertrand Fritsch, ici présent, au Centre culturel alsacien, appel à fermeture immédiate de la centrale nucléaire. En tapant sur Internet, vous trouverez Fessenheim, bon, Jean-Paul Clé, Bertrand Fritsch, il fallait bien ne pas donner des choses anonymes. L'un des magazines d'Alsace publie des choses anonymes, n'est-ce pas? Un ancien colonel, membre du cabinet de Pierre Messmer, c'est facile, monsieur Maurice C. Point, qui dit que Greenpeace sont des activistes payés par l'Union soviétique, enfin c'est n'importe quoi. Donc je vous demanderai simplement si la chose vous a scandalisé, remué autour de vous, répercuté sur tous les gens que vous allez voir pendant toutes les semaines que vous allez voir. Bonjour, tu es au courant. Fessenheim, il y a un incident toutes les semaines, 50. C'est monstrueux. On est en droit de demander des dommages-intérêts pour la souffrance terrible que nous avons. Des fois la nuit, je me réveille, je me dis, tiens, est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle va imploser? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle va fondre? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle va nous irradier? 75 km depuis Fessenheim jusqu'à ici. Vous en parlez autour de vous, vous interrogez vos maires, vous interrogez vos conseils municipaux, vous interrogez Madame Emmanuelle Cos, que je vais demander rendez-vous. Alors là, je suis un peu insistant, nous avons un service énorme, mais quand même légèrement superficiel. En plus, Fessenheim est en panne toutes les semaines. Mais c'est absurde, puisque ce seul argument qu'elle ait découvert qu'il était en panne toutes les semaines, elle devrait, sur ce seul argument, demander la fermeture immédiate. Et ne pas imaginer que Ségolène Royal ou François Hollande seraient à la fermeture, la librairie Kléber ferme bientôt. Oui, et ne pas imaginer qu'elle pourrait, à ce moment-là, être, je veux dire, hors de portée, n'est-ce pas? Ségolène Royal ou François Hollande, dans leur propre corps, seraient évidemment atteints, et j'en ai terminé, Olivier, bien sûr. La chancelière Merkel en a fermé 8, et les Belges en ont fermé 3. Et nous, on n'arrive pas à faire ça. C'est une honte. Alors, parlez-en autour de vous. Je vous remercie. Olivier, si tu veux